Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Je suis ravi de vous présenter ce film. Bonjour à tous, bienvenue. On va voir ensemble donc, Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret, c'est l'un des cinéastes français sans doute les plus précis, les plus constants du moment, qui a développé depuis plus de 20 ans maintenant, et même encore plus que ça, 25 ans si on compte ses courts-métrages, une œuvre, je pense, parmi les plus passionnantes, sensibles, élaborées du cinéma français contemporain. C'est un cinéaste qui étudie, qui examine les rapports amoureux, les comportements amoureux de ses contemporains, qui décortique de quoi sont faites les relations amoureuses entre hommes et femmes. Il est sur un terrain qui a comme ça un riche passé littéraire, cinématographique, pour monter jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à Marivaux, etc. Il y a tout un paysage comme ça que brassent ces films. Dans le cinéma, il y a une parenté évidente avec l'œuvre d'Éric Rohmer, par exemple. C'est un cinéma lettré qui joue beaucoup sur le langage, les échanges, les dialogues, qui sont toujours chez lui extrêmement ciselés. Et on a souvent envers Emmanuel Mouret un regard un peu caricatural, où on le considère comme très français, trop français, ce cinéma qui est presque du vaudeville, ou on dit aussi parfois cinéma bourgeois, des échanges amoureux. Mais c'est évidemment beaucoup plus subtil, sophistiqué que ça, dans le sens où, comme chez son maître Rohmer, comme chez les moralistes du XVIIIe siècle, auxquels il se réfère beaucoup lui-même, le champ amoureux est aussi un espace dans lequel on peut étudier autre chose, et où l'on peut faire appel, par exemple, à des cas de philosophie morale, à des cas de comportements moraux, à des questions comme ça qui engagent beaucoup plus que le comportement amoureux lui-même. Voilà. Et à cela, il faut le comparer, si on revient encore une fois au XVIIIe siècle, aux contes philosophiques, tout simplement, qui eux-mêmes savaient s'abstraire comme ça d'une certaine réalité sociale pour creuser des idées, proposer des concepts, étudier des situations, comme dans Zadig de Voltaire ou le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et il y a cette même familiarité. Emmanuel Mouret jouait beaucoup dans ses films au début. Il était un acteur parmi ses comédiens. Il se mettait en scène comme un corps burlesque et un peu timide. Et puis à partir d'un moment, je dirais à partir de Mademoiselle de Jonquière, en 2016, il a cessé de jouer dans ses films. Et il y a là une référence beaucoup plus nette et fréquente au XVIIIe siècle. Chronique d'une liaison passagère, pour en arriver à lui, je vous en dis quelques mots sans rien révéler, rassurez-vous, on en rediscutera par la suite à la fin du film tous ensemble, et je vous proposerai une lecture un peu plus précise, mais c'est peut-être celui de ces films qui est le plus de l'ordre de l'épure, où il concentre ses outils d'habitude, il les simplifie, il réduit le drame à deux personnages, j'en dis pas plus, ça va peut-être se complexifier un peu plus tard, mais il a une façon comme ça d'en faire un petit laboratoire et une sorte de précis, de bréviaire comme ça de son cinéma qui est tout à fait saisissante. Vous allez voir un couple qui va se former, qui va vivre une histoire, etc. Mais ce qui crée la grande particularité de ce film, et ce que Emmanuel Mouret amplifie avec celui-ci en se concentrant sur ces deux personnages, c'est quelque chose qui résonne avec son film précédent. Vous l'avez peut-être vu, ça s'appelait « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». Et là, en pointant entre le dire et le faire une contradiction, ou en tout cas une opposition. Et ici, vous allez voir que tout comportement amoureux est cerné par un inconscient, par quelque chose de plus vaste, qui fait que les comportements ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'on prétend. Et c'est une vraie question, pour le coup, de philosophie morale. La discordance entre le dire et le faire, entre ce que l'on prétend et la façon dont on agit. Et tout le film est une étude de cette question-là, à la fois passionnante et en même temps drôle, avec l'humour de Mouret, avec la façon dont il arrive
créer des dialogues étonnants, à mettre en valeur ces comédiens, à leur servir un texte tout à fait formidable qui fait que cette question qui pourrait sembler abstraite et un peu rude est mise en scène de façon à la fois dynamique, riante, sémillante et dans un cinéma à la fois rempli de couleurs, de formes et un regard fort et bienveillant posé sur ces personnages. Voilà, on pourra revenir sur toutes ces dimensions, j'en ai déjà beaucoup dit. On va développer tout à l'heure à la fin du film. Pour l'instant, on peut le découvrir tous ensemble et puis on en reparle après. Bon film et puis à tout à l'heure. D'abord revenir sur le film et puis on pourra en discuter ensemble. Simplement revenir sur quelques points, mettre en évidence quelques aspects. Déjà, évoquer un peu le cinéma d'Emmanuel Mouret, d'où vient ce film. Voilà, il y a quand même toute une série qui l'a précédé. Je disais au début que c'était une forme d'épure, peut-être son film le plus simple, le plus évident, d'une ligne claire, d'une touche comme ça, cristalline, vraiment à la fois une formule réduite et en même temps un paroxysme de son cinéma. Il en réalise comme ça, c'est un véritable accomplissement. Le film est d'un équilibre incroyable, il va droit au but et d'une rectitude assez stupéfiante. Le cinéma de Mouret, on pourrait le dire comme ça, à une ou deux exceptions près, enfin disons sa loi générale, c'est d'essayer de résoudre une contradiction qui est inhérente à l'amour, on va dire, enfin en tout cas l'exercice amoureux, la pratique amoureuse, qui est la disjonction entre l'amour et le désir, ou en tout cas les deux vitesses que ça peut prendre parfois. Disons que l'amour, ce serait le domaine du pair, du deux, le couple, l'homme et la femme, ou d'autres formulations, mais en tout cas, voilà, le pair. Et le désir, lui, serait de l'ordre de la triangulation, de l'impair. Voilà. Comment passer de l'un à l'autre, comment organiser cette bascule, comment concilier l'un et l'autre, comment faire droit à l'aventure au sens la liaison, c'est-à-dire l'adultère, comment accueillir la rencontre quand on est déjà engagé dans un couple, comment l'ancien et le nouveau peuvent-ils se concilier dans l'exercice amoureux. Tout ça, c'est le travail de Mouret, c'est ce qui l'intéresse, essayer de trouver comme ça un équilibre et une façon de le vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire en mettant de côté le drame, la lourdeur, la gravité, la crise de ménage, etc. Essayer de creuser cette intelligence pour parvenir à faire coexister les différentes vitesses du désir, les différents élans amoureux qui peuvent se présenter entre les mêmes personnes et arriver à trouver une bonne transition entre l'ordre pair et l'ordre impair. L'ordre pair de l'amour, l'exclusivité du couple, la circularité, le rapport en tête-à-tête, et puis l'ordre impair du désir qui va toujours chercher à l'extérieur, qui doit en passer par l'extérieur pour revenir à l'intérieur de la relation. C'est la tentation de l'extérieur qui permet de boucler la boucle. Ça, c'est un peu l'obsession de Mouret, c'est ce qu'il travaille à chaque film, et d'essayer en tout cas de le résoudre dans une forme qui soit civilisée, qui fasse droit à la tendresse, qui permette d'arranger au mieux les choses. Voilà, c'est à la fois sa finesse, sa tendresse, le regard qu'il pose sur ces personnages est très protecteur dans ce sens-là. Et c'est toujours on a une situation et il faut trouver à l'intérieur de cette situation comment concilier les choses. Voilà, c'est conciliateur, qu'on pourrait dire à son sujet. Enfin, en tout cas, voilà, son cinéma se passe à cet endroit-là. Et ce film-là est dans cette idée-là est très intéressant parce que
comment fonctionne-t-il? C'est-à-dire qu'on prend un couple qui n'en est pas un au début du film, mais qui se forme, un homme, une femme qui se rencontrent, et on va ne prélever de cette histoire, et le terme chronique est intéressant, on pourra y revenir, mais un couple, c'est une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, voilà, et des péripéties entre les deux, mais surtout, on ne va s'intéresser ici qu'à ces moments où ils se retrouvent, et des moments qu'ils passent ensemble, uniquement, à l'exclusion du reste. C'est-à-dire que c'est un couple adultère, ils sont chacun, voilà, alors lui il est marié à côté, elle est séparée, mais voilà, elle a des enfants, lui aussi, et il y a un caractère, on va dire, clandestin, ou en tout cas secret à leur relation, mais le film ne s'intéresse qu'à des moments en pointillés, qu'à ces passages, ces parenthèses, où ils sont ensemble. Et le principe est de repousser à l'extérieur tout ce qui serait le reste de leur relation, leur vie normale, un peu professionnelle, etc. Tout ce qui ne les concerne pas en quelque sorte est repoussé à l'extérieur du film, dans ce qu'on pourrait dire un hors-champ qui est laissé à la discrétion du spectateur, à son imagination. On peut s'imaginer plein de choses. Mais c'est un principe de réduction. Voilà, il s'agit vraiment d'écarter, de se concentrer sur ces deux personnages, si bien que le film prend la forme d'un dialogue avec toute la polysémie que peut avoir le mot, et au sens large, on va dire. Hein. C'est un dialogue, c'est même plus que ça, c'est une conversation à deux. Hein. La relation amoureuse est une conversation qui se poursuit jusqu'à un certain terme, jusqu'à ce qu'elle ait atteint un certain point, au-delà duquel il est possible qu'elle s'arrête, où il n'y a plus rien à se dire. Mais c'est une conversation qu'on entretient, qui a des épisodes, des étapes, etc. Et d'ailleurs, le film est entièrement construit sur l'échange. C'est un dialogue à deux, en tête-à-tête, alors qu'il va, à un certain moment, on le verra, on l'a vu, faire entrer un tiers personnage, une tierce personne, un trio, pour ainsi dire. Mais l'essentiel du film, c'est un dialogue à deux, c'est-à-dire une formule extrêmement simple, en fait. Une base élémentaire de ce qu'est la relation amoureuse. On en vient à un noyau pur et dur de ce qui se joue dans la dialectique amoureuse. Dialectique, dialogue, échange et conversation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le film est scandé, il est scandé par des cartons qui nous donnent une indication calendaire, des dates, tout simplement. Alors ça commence, si je me souviens bien, corrigez-moi si je me trompe, mais le 28 février, et puis ça nous amène jusqu'en juillet, ça dure à peu près 5 mois, avec quelques coda supplémentaires qui nous emmènent jusqu'à 2 ans plus tard, mais disons que ça dure à peu près sur une relation qui s'étend sur à peu près 5 mois. Et dialogue, au sens théâtral du terme, c'est-à-dire que ce dialogue va être porté par 2 comédiens, ça on est d'accord, mais 2 comédiens qui vont concentrer évidemment tout le drame sur eux, tout le drame au sens théâtral, mais surtout avec un goût des comédiens qui est celui de Mouret, l'envie de les faire jouer, d'éprouver leur capacité d'entrer dans les subtilités des échanges, de voir aussi, ça c'est aussi quelque chose qui vient de loin dans son cinéma, qui est ceux qui ont vu ses films précédents le savent, c'est-à-dire que Mouret travaille beaucoup sur la maladresse, la façon dont on trébuche avec les mots, dont le langage est perclus de gouffres, de pièges, de choses-trappes, et on n'arrête pas de se prendre les pieds dedans, en quelque sorte. Et une grande part du
l'aspect comique du cinéma de Mouret est lié à ça, aux accidents du langage en quelque sorte. Les Chroniques d'une liaison passagère est lui aussi entièrement fabriqué de ces malentendus, de ce tapis du langage dans lequel on n'arrête pas de se prendre les pieds. On verra pourquoi. Alors le film est une comédie, il appartient au genre de la comédie, c'est celui que Mouret travaille depuis quasiment toujours, avec aussi je crois une petite exception dans sa carrière, mais c'est le registre qu'il adopte généralement. Voilà, la comédie est ici, elle part je dirais, d'une base classique, canonique du genre comique, qui n'est même pas circonscrit au cinéma, mais on pourrait remonter à Plaute, Terence, Aristophane, etc. C'est-à-dire ce principe comique canonique, c'est celui de l'inversion entre les sexes, inversion des rôles traditionnels entre les sexes. Beaucoup de comédies qui reposent là-dessus. On pourrait... de Lysistrata, d'Aristophane, il y aurait plein d'exemples, mais ici, la relation amoureuse qui se noue, alors elle est adultère d'une part, on l'a dit, mais surtout, l'homme est plutôt un timide, pas sûr de lui, s'excusant toujours du désir qu'il éprouve, etc. Et la femme, elle, prend l'initiative, elle est plus décidée, elle a une forme de pragmatisme comme ça qui s'affirme, et c'est elle qui tient un peu les rênes. Donc il y a une façon de renverser comme ça un peu et les stéréotypes et les rôles traditionnels au sein du couple. On va jouer sur une autre économie, une autre répartition de ces rapports, de ces relations. Voilà. Et ce qui est posé aussi au début du film, que je trouve, voilà, on est un peu au cœur des choses, c'est que ce sont deux quadras, quinquas d'aujourd'hui, on va dire, dans Paris. Voilà, la scène est parisienne, on est dans Paris. Et ils se rencontrent dans un bar au début du film, c'est posé très rapidement, c'est des choses qui apparaissent tout de suite, ce sont des données de départ, des données immédiates. Comme c'est une aventure, une liaison, pour ainsi dire, ça commence par un pacte, ça commence par un contrat entre les deux, un contrat tacite, mais qui va être formulé, et tout va découler de ce pacte qui sera évidemment impossible à tenir. Voilà, là, on est encore une fois dans un cadre de comédie assez fréquent. Ce pacte, il est simple, c'est que rien de cette relation ne doit gêner, tout doit être facile et simple, et elle peut s'arrêter du jour au lendemain, peu importe, on ne s'en préoccupe pas, on ne va pas s'attacher à la faire durer, c'est passager, comme le dit le titre, une liaison passagère, mais la contradiction à l'intérieur de cela, c'est que c'est un passager qui ne passe pas, puisque c'est un passager plutôt qui s'installe dans la durée, qui va durer, comme le montre le défilement des dates. On voit que ce qui devait n'être que provisoire va devenir pérenne et s'installer dans une durée. Donc tout le caractère du film tient à ça, à cette durée qu'au départ on voudrait évacuer, refouler. Tout doit être simple, tout doit couler, tout doit être fluide, tout doit glisser, être naturel entre les deux. C'est le pacte qu'ils établissent. Mais évidemment, ce que l'un et l'autre voudraient n'être pas une relation dans le temps devient une relation dans le temps par la force des choses, puisqu'ils ne cessent de se revoir, de se retrouver, d'insister. Et donc, il y a évidemment une contradiction à l'intérieur de ça. Cette contradiction, elle est langagière, elle est liée au langage. C'est qu'on ne veut pas reconnaître l'amour qui est en train de s'installer. On ne veut pas le nommer, on ne veut pas le dire, tout simplement parce que ce serait reconnaître qu'il y a une vraie relation à laquelle on doit quelque chose, quoi. C'est un peu, il y a une forme de déni entre les deux personnages qui s'installe petit à petit, et
la plupart des effets comiques à l'intérieur des dialogues sont liés à ça. Donc, on voit bien là comment le film fonctionne. Les personnages vont se retrouver dans différents lieux, les appartements, les jardins de Paris, des expositions, etc. Et à chaque fois va être relancée la question du terme, c'est-à-dire que à force d'imaginer qu'un terme va arriver très vite, on finit par le précipiter en quelque sorte. Et on s'imagine toujours comment cette relation va s'évaporer, se dissiper, et finalement, malgré tout, ça tient. Alors pourquoi ça tient ? Voilà, c'est à cela qu'est conduit le spectateur, d'imaginer un petit peu qu'est-ce qui se passe en chacun des personnages, et surtout avoir cette disjonction entre la volonté, ce qu'on voudrait à l'intérieur, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on désirerait, et ce qu'on n'arrive pas à exprimer. On ne peut pas exprimer sa volonté, on ne peut pas être trop affirmatif, parce qu'à partir du moment où on serait affirmatif, on dit « je veux, je désire, j'aimerais ceci, j'aimerais cela », on entre dans le domaine de la gravité, du solide, alors qu'on voudrait une relation gazeuse, atomique, disséminée, comme ça. Et donc, tout le film fonctionne un petit peu là-dessus. Lui, parce que, comme on le disait, le personnage de Macaigne s'excuse toujours d'exister, s'excuse de vouloir. Il y a sa relation aux femmes qui est mise en jeu, qui est un peu explicitée à un moment. Et puis, elle a une espèce de rejet de l'idée de passion, comme ça. Elle ne veut pas entrer dans ce registre-là, dans ce cadre-là, parce que voilà, c'est un point qui est posé dès le début entre les deux. Donc tout le film fonctionne comme ça. Chose intéressante, comme on est dans le cadre d'un échange, d'une conversation, que la parole est au centre de l'art de Mouret, de son cinéma, ça se reflète évidemment dans la mise en scène qui est bien sûr pas anodine. Alors elle est très maîtrisée, elle est des choix très marqués, très simples, des choix de cadre, de durée, c'est-à-dire que Mouret choisit un cadre large, un cadre panoramique, dans lequel il peut la plupart du temps faire tenir ces deux personnages, souvent filmés en pied, soit intégralement, ou alors au niveau du buste en plan américain, pour qu'ils puissent, que ce soit la parole qui est mise en évidence. Mais le choix primordial, c'est celui généralement de plans assez longs, des plans longs qui permettent de filmer l'échange dans la durée, d'avancer comme ça avec les personnages, souvent de les réunir, parce que évidemment le cadre recrée une scène, alors scène de théâtre possiblement, mais surtout un espace à habiter à deux, un espace de négociation, d'échange, de percussion rythmique entre les deux, qui est celui auquel fusent les répliques. Et pour cela, on privilégie la durée des plans, le fait de ne pas trop découper. Les choix de coupe interviennent à des moments bien précis, soit des moments de dissension non assumés par les deux, où tout à coup Mouret va plutôt suivre un personnage et récupérer l'autre en champ contre champ. Là, c'est pour marquer une petite fissure, une fêlure qui se manifesterait dans la relation. Et puis, il y a des moments un peu plus montés, qui sont ceux où ce qu'on appelle des montages séquences, où tout à coup, il s'agit plutôt de manifester le passage du temps, c'est-à-dire des petites vignettes, par exemple quand ils partent en voyage, etc. On va avoir une vignette où ils font du vélo, ils se promènent, on les retrouve sur les rochers, etc. Et là, le montage s'emballe. Mais le registre général, c'est quand même de faire tenir le plan et de suivre au maximum l'échange, de créer un cadre, un milieu privilégié pour que la parole puisse s'exprimer, être entendue, apparaître dans tous ces dénivelés, dans toutes ces sinuosités, et surtout dans ce qu'elle révèle de chacun. Parce que c'est dans les sous-entendus, dans les non-dits, dans les hésitations, dans les effets de rupture que se manifeste une forme de vérité
intérieur qu'aucun ne veut avouer, en quelque sorte, hein, et qu'ils s'acharnent l'un et l'autre à masquer. C'est une dialectique assez intéressante parce que souvent, Macaigne, le personnage de Macaigne est très hésitant, il s'excuse, il hésite, il revient sur ce qu'il dit, il n'est pas très affirmé, et il est amené à, voilà, à prétendre beaucoup de choses, à prendre beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes, etc. Il enfouit les choses, et elle vient le débusquer. Elle lui envoie des répliques, un petit peu comme elle décoche des flèches, elle est très tranchée, et elle est plutôt solide, contondante quoi, par rapport à lui, hein, quelque chose de plus marqué, même si elle essaye aussi de le protéger, de lui garantir quelque chose, de lui tracer une voie. Donc c'est un rapport qui est très intéressant parce que voilà, aucun ne veut reconnaître qu'un amour est en train de naître, qu'amour il y a en quelque sorte, et que amour oblige. Et qu'il oblige à quoi ? Il obligerait à officialiser cette relation, hein, qu'ils essayent de maintenir comme ça dans un climat de confidentialité. Voilà, donc il y a une forme d'ironie de la mise en scène, hein, ironie qui n'est pas mordante, piquante, qui ne vise pas qui n'est pas construite sur le dos des personnages, mais sur leurs contradictions, sur cette croyance moderne que l'amour peut être délesté de sa gravité, de la tristesse, de ses étapes, etc. Alors que justement, Macaigne et Sandrine Kiberlin, les deux personnages, vont justement traverser toutes les étapes de l'amour sans le reconnaître. C'est-à-dire, ils vont éprouver de la jalousie au moment où ils prétendent qu'elle n'existe pas. Ils vont éprouver du manque quand l'un est parti en vacances et l'autre l'attend. À chaque fois, chaque scène amène une nouvelle étape du désordre amoureux, des complications amoureuses, toute cette dramaturgie bien connue de l'amour qui a été établie beaucoup par le XVIIIe siècle. Encore une fois, la référence au XVIIIe siècle dans le film est très présente, mais aussi parce que voilà, c'est ce que vivent les personnages et qu'ils ne veulent pas reconnaître. Et il y aura inévitablement une perturbation majeure dans l'arrivée du troisième terme, hein, la jeune femme avec laquelle ils voudront faire un plan à trois, comme ils disent, insérer une forme de triolisme dans leur relation, un ménage à trois. Mais voilà, donc là c'est encore une étape importante du cheminement amoureux, c'est-à-dire l'arrivée d'une tierce personne, et puis la fragilisation de leur relation, hein, qui va se terminer sur une rupture, et surtout, et ça c'est la fin du film qui est très belle, sur ce que les deux voulaient absolument éviter, c'est-à-dire la tristesse. La tristesse, les pleurs, la gravité, qui finit par refluer finalement, parce que on ne se débarrasse pas comme ça du récit amoureux, on ne se débarrasse pas comme ça d'une dramaturgie qui a été établie par les siècles. Et quelque part, ce qu'on veut éviter, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc l'ironie, elle est plutôt là. Elle n'est pas quelque chose qui viendrait se moquer des personnages ou les juger, pas du tout. C'est plutôt pour accompagner aussi, mettre en évidence ce lit de contradictions. On a parlé du fait que Mouret privilégie les plans longs, ceux qui inscrivent les échanges dans leur durée, mais en même temps, il y a quelque chose de très enlevé au montage, avec un feuilleté de scènes assez courtes, finalement, qui rend le film plutôt léger et qui nous permet de mesurer le passage du temps. Bon, alors ça, c'est la chronique, hein, c'est la formule de la chronique qui est tout entière dans la succession d'épisodes rapides qui permettent de mesurer le passage du temps. Et puis, il y a un dialogue constant du film avec, alors je disais le XVIIIe siècle, mais disons une idée plus large qui serait le classicisme. Comment, aujourd'hui, dialoguer avec le classicisme, c'est-à-dire construire un récit, construire un film qui était pris de transparence, de fluidité, d'une progression comme ça quasi musicale, et le rôle de la musique est extrêmement important. Il y a
beaucoup de morceaux classiques au piano qui interviennent et qui jouent le rôle de liant, comme ça, qui marque aussi des petites touches, comme le film est lui-même construit de petites touches de manière pointilliste, on pourrait dire. Il y a les escapades des personnages de la ville à la campagne, qui est aussi un grand motif du XVIIIe, et la recherche de paysages qui résonnent, notamment quand ils vont se promener en nature. On a des paysages à la Watteau, à la Boucher, comme ça, qui évoquent tout un univers pictural qui est celui du XVIIIe siècle, du classicisme français en quelque sorte. Le film est une sorte d'ode, d'hommage, de vibrant hommage à ce qu'on pourrait appeler, pour aller très vite et de manière très synthétique, l'esprit français. Caractère brillant du dialogue, ironie du discours, transparence et fluidité, concentration du récit, économie classique, l'économie d'un drame avec une sorte de simplicité dans la construction entre les personnages. Donc tout ça est très frappant, et même la rencontre avec l'autre femme au musée, on a les personnages qui se déplacent devant des tableaux. Alors on avait les paysages naturels quelques scènes avant, et puis ensuite ils se détachent carrément sur des vues. Alors je crois j'ai pas complètement identifié tous les tableaux, je crois qu'on a un cabanel, et puis il y a un moment un paysage comme ça qui fait lui aussi très 18e, peut-être que c'est pas du tout le 18e, mais voilà, les personnages sont replacés dans le cadre pictural du classicisme, quoi. Et le film est aussi il fonctionne beaucoup là-dessus. Donc voilà, une espèce de fluidité, un courant comme ça, très transparent, une lisibilité du récit qui est ici tout à fait admirable et qui va aussi avec l'équilibre des mouvements de caméra, la façon dont ces coulissements de la caméra accompagnent les sentiments, les hésitations des personnages, les fluctuations entre eux, décident d'en isoler un, de revenir sur l'autre, toute une circulation comme ça qui est d'une pondération admirable. On est encore dans la touche extrêmement sensible du piano qu'on entend dans la bande-son et dans un accompagnement. C'est magnifique, quoi. Quand on voit le film, il y a une espèce d'équilibre comme ça qui est tout à fait saisissant. Voilà, bon, je parle beaucoup, je ne veux pas vous assommer non plus. J'avais parlé d'un échange tout à l'heure, j'ai tendance à être très bavard, donc je vous en prie, si jamais il y a des choses que vous voulez dire, question ou pas question, des avis sur le film, ce que vous en avez pensé, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, alors n'hésitez pas, c'est aussi le sujet de conversation, c'est très bien, alors je vous en prie, je crois qu'il y a un micro qui circule. Oui, ah bah voilà. Allez, tiens. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, en fait. Ouais. J'aimais bien Mouret, mais je trouve qu'effectivement, il arrivait à quelque chose de très pur, quoi, dans ce qui se recherchait. C'est toujours agréable de voir un artiste en arriver là. Alors après, du coup, j'en suis presque inquiet pour la suite, parce qu'il aura un petit peu de mal à faire mieux. Et par rapport aux références que vous disiez, oui. Vous parliez de classicisme, bien sûr. Je trouve qu'il y a aussi quand même pas mal d'échanges justement avec... Alors vous avez parlé tout à l'heure évidemment d'Éric Rohmer, mais d'autres réalisateurs français qui, je sais pas, je le connais pas suffisamment pour savoir ses relations avec eux, mais il y a quand même pas mal de points communs avec du Truffaut, du Claude Sautet. Ouais. Alors évidemment, justement, sur tous les triangles, entre Jules et Jim, César et Rosalie, mais en fait plein d'autres films, même La femme d'à côté, etc. Et quelque chose qui... Puis après, un autre clin d'œil qui m'a amusé aussi, c'est effectivement la question du coup de foudre réfuté par Sandrine Kiberlin, qui finalement en est victime à la fin. Et on se souvient aussi qu'un de leurs rendez-vous avec McCain se fait devant le tableau où elle a fait l'électricité. Et justement, elle veut quitter assez vite le musée, donc c'est assez amusant. Et quelque chose aussi que j'ai trouvé qui fait écho à ce que vous dites, c'est-à-dire ce côté, on a beau mettre beaucoup de légèreté, en fait,
on ne s'en sort pas quelque part. J'avais jamais vu, je crois, dans un film, j'ai eu le sentiment qu'en fait, il nous propose en séquence 4 fins possibles, en fait. Il y a eu la période du... en fait, ça aurait pu s'arrêter là où, au moment où il part en congé avec sa femme. Puis on aurait pu imaginer que quelque part, la séparation de 3 semaines était trop longue, il n'y avait plus de suite. Il y a eu le retour, où il se prend comme pas un coup de foudre, plutôt un coup de massue, son éviction du trio dans lequel il ne fait plus partie. Il y a eu ensuite le déménagement, qui était quand même assez particulier aussi, cette histoire de on arrête, mais on n'arrête pas, mais on arrête. Et puis il y a évidemment la fin, dont on voit aussi qu'elle a encore tout de suite, hein, parce que la scène justement très triste et en même temps très gaie, on les voit partir main dans la main en train de courir comme 2 jeunes amoureux. On se dit qu'il y aura forcément des suites, quoi. Je trouve ça vachement osé quelque part, parce que ça peut aussi donner à certains spectateurs le fait qu'en fait on ne sait pas trop ce qu'il veut là. Ouais, tout à fait. Mouret, ouais. Non, je pense que la construction est très maîtrisée, justement. Alors, Truffaut, oui, c'est une de ses références, évidemment. C'est un cinéaste qu'il admire beaucoup et dont il parle beaucoup dans les interviews. Il se réfère beaucoup à lui, à Baiser volé, à toute la saga Antoine Doinel, parce qu'il y a dans son cinéma, comme dans celui de Truffaut, une forme d'éducation sentimentale, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, de la pratique amoureuse naît une forme d'éducation, de compréhension du monde. On peut comprendre les choses, comprendre ce qui nous entoure, comprendre le monde à partir de l'amour, qui est un exercice, une pratique, une philosophie. Ça engage ça. Et ça, c'est quelque chose qui le relie beaucoup à Truffaut, à plein d'autres cinéastes aussi. Mais oui, Truffaut, il y a un lien organique entre les deux, ça c'est vrai. Alors la théorie du coup de foudre, c'est très intéressant parce que je disais tout à l'heure que le film était comme un conte philosophique. On évacue le monde social, et le cinéma français, le cinéma d'auteur français est très obsédé par le social. Et souvent, un film comme celui de Mouret pourrait paraître comme ça, tellement bourgeois, à évoluer comme ça dans un monde à part. Mais ça fait partie du projet de Mouret d'évacuer le social pour regarder autre chose, des problèmes très particuliers. C'est pas un mépris pour les classes défavorisées ou que sais-je. C'est une façon de se créer une petite bulle, un champ d'observation, un véritable espace de laboratoire où on va pouvoir parler de quoi ? Eh bien, on va pouvoir parler de la passion. Qu'est-ce que c'est que la passion ? Eh bien, la passion, c'est surcoté, c'est une posture, selon le personnage de Sandrine Kiberlin. Évidemment, le personnage de Vincent Macaigne n'est pas du tout d'accord, parce que ce qu'il n'avoue pas à ce moment-là dans le musée, c'est qu'il est en train d'éprouver une sorte de passion, d'amour passionnel pour elle, mais il ne veut pas l'avouer. Donc il y a une forme de contradiction. C'est par exemple les rapports nature-culture. Ça aussi, c'est un grand sujet philosophique. Pendant qu'ils sont en train de se promener dans la nature, c'est le sujet. Qu'est-ce qui fait partie de la nature et qu'est-ce qui n'en fait pas partie ? On dit que l'homme dans les villes se construit un univers artificiel, mais si l'homme est dans la nature et que les villes sont faites de matériaux puisés dans la nature, alors elles aussi sont de la nature. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on pourrait avoir dans un dialogue de Diderot, par exemple. Hein, ou dans La Nouvelle Héloïse, l'échange épistolaire écrit par Rousseau. Enfin, vous voyez, c'est ça que permet... L'espace du couple permet des conversations de philosophie morale, voilà, où on s'interroge sur la validité des comportements. À un moment, ce qui va être évoqué entre les deux, c'est le savoir-vivre. Ça, c'est très important pour Mouret. C'est une question essentielle, finalement. Le bonheur ou le malheur dans un couple, la facilité à gérer ou pas le passage du père à l'impère, de l'amour au désir. Est-ce que ce ne serait pas une question de savoir-vivre ? Et peut-être d'évacuer le vocabulaire culpabilisant comme la tromperie. On ne veut pas dire qu'on trompe ici, et ça n'est pas du tout le cas, mais simplement avoir une bonne gestion du mensonge, de l'information, qu'est-ce qu'on dit à qui et à quoi. Le mensonge n'est pas forcément négatif à partir du moment où il sert à protéger un tel ou un tel, à éviter la souffrance à un autre. C'est ça aussi la façon dont Mouret va renverser les prérequis de la morale
pour en faire autre chose, hein, et utiliser la liaison, le mensonge, l'adultère aussi pour garantir à chacun une zone de bonheur, un espace de bonne intelligence, de conciliation. Donc ça, c'est ce qui est formidable dans le film, pas seulement dans celui-là, mais dans beaucoup d'autres aussi. Et puis, il y avait un troisième point, mais je ne sais plus lequel c'est, parce que je me suis un peu emballé sur cette question-là. Mais vous aviez évoqué à la fin, je ne sais plus exactement quoi. Les 4 fins, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la construction du film. Et c'est très beau, c'est un schéma c'est quasiment une équation. Il y a quelque chose de mathématique dans le récit amoureux, hein, comme je disais. Il y a des données de départ, il y a des fonctions, il y a une évolution. C'est une beauté mathématique, souvent, les comédies romantiques, les histoires d'amour, etc. Et la comédie est très mathématique parce que c'est souvent un dosage très précis, la réplique au bon moment. Voilà. Et là, la beauté du film est celle d'une équation parce que, comme les personnages ne veulent pas reconnaître l'histoire d'amour qui est en train de se jouer entre eux, ils sont toujours en train de la terminer et de la commencer en même temps. Et donc, chaque scène du film est à la fois un début et une fin. Inauguré, terminé. Un début, un commencement et une fin, voilà, systématiquement. Et donc, le schéma du film, c'est comment tous les débuts se combinent entre eux et comment toutes les fins mènent à une fin qui n'en est pas vraiment une, puisque les deux s'échappent à la fin sur un menuet, une musique voilà, très enlevée comme ça. Et c'est ça qui est très étonnant, parce qu'on a, si on s'amusait à dessiner le film comme ça, on se dirait dès le début ça se termine et dès la fin ça commence en quelque sorte, hein. Vous voyez, c'est une espèce de grande boucle comme ça qui est un travail d'orfèvre en fait, hein, et c'est vraiment tissé, brodé au millimètre près, et tout ça en s'en tenant à des éléments très simples: la caméra, les personnages et le dialogue, la parole comme ça, qui est... on disait que Mouret a un goût, une passion pour les acteurs, et là c'est vraiment un espace privilégié qu'il crée pour ces deux-là, hein, qui sont formidables d'ailleurs, hein, qui sont vraiment des... Oui, je disais orfèvre tout à l'heure, bah oui, c'est ça, hein, pour arriver à sortir ce dialogue, lui donner à la fois une impression de naturel, tout en conservant aussi une sophistication, quelque chose de très stylisé malgré tout. C'est un travail quand même saisissant. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres remarques, d'autres... Oui, je vais te passer le micro, Martine. Juste une petite remarque au passage. Oui. Par rapport à ce que vous disiez sur le fait que, d'une certaine manière, il ne prenait pas en compte la réalité des classes sociales, enfin ce qu'on pouvait éventuellement leur reprocher. Je trouve ça assez intéressant en fait, parce que effectivement, d'une certaine manière, eux peuvent vivre ce qu'ils vivent aussi parce qu'ils ont les conditions matérielles peut-être quand même de le faire. Oui. Bon, je trouvais ça intéressant quand même de le noter, mais bon, après tout, c'est aussi peut-être ce qu'on rencontre dans d'autres très grandes comédies amoureuses, en fait, ou de comédies des années 30, américaines notamment, peut-être. Enfin, voilà. Bon, c'est une remarque au passage. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est un contrat de départ avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de Mouret qu'il ait un discours comme ça sur les classes sociales, sur les conditions de... À la limite, leur déni à eux peut être présenté comme aussi un déni de réalité sociale, des conditions d'existence. Bon, je sais pas, après... Oui. Bon, de toute façon, c'est pas l'objet du film, peut-être, c'est peut-être ça... Non, mais c'est très intéressant comme question, parce que c'est une forme d'abstraction, en fait. On va s'abstraire de quelque chose pour regarder autre chose. Et le fait de manier comme ça des concepts philosophiques, une forme très géométrique du film, c'est aussi une forme d'abstraction. Mais c'est un choix, et c'est celui qui correspond le mieux à la comédie. Enfin, à la comédie, je dirais même d'inspiration hollywoodienne, hein. Souvent, les comédies hollywoodiennes se passent dans des milieux aisés parce que c'est plus fluide, ça circule plus. Il y a aussi une façon un certain goût de la beauté aussi, simplement des images, etc., de se passer comme ça dans un milieu où on peut filmer des beaux quartiers, des espaces, des appartements.
simplement une esthétique générale qui correspond à une certaine tradition comique aussi. Oui. Attends, ouais, en fait, comme on enregistre, je pense que c'est mieux si vous pouvez prendre la parole avec le micro. Non, mais puis surtout par rapport, je pense, à la question sociale. La tradition, en effet, c'est faire des comédies dans des milieux aisés, tout simplement parce que, après, ça n'engage que mon avis personnel, mais l'histoire du cinéma l'a prouvé à maintes et maintes reprises, c'est que c'est moins obscène de faire des comédies dans des milieux aisés, bien évidemment, parce que si on était dans des milieux pauvres, on ne peut pas parler de marivaudage quand on sait que les gens n'ont pas de quoi manger. Enfin, c'est des problématiques qui sont moins touchantes dans des milieux défavorisés et sur lesquels on peut moins aborder la question de la comédie, tout simplement parce que c'est juste pas possible, en fait, tout simplement. Non, mais c'est surtout ça, voilà. Et ça correspond aussi à pourquoi quand on lit un échange philosophique de Diderot, qui est par exemple le paradoxe sur le comédien, ça se passe entre gentilshommes, parce que c'est à ce moment-là l'espace dans lequel cette réflexion peut avoir lieu, tout simplement. Et que, oui, il y a un parti pris d'abstraction chez Mouret qu'on peut critiquer. C'est tout à fait possible. Moi, je ne refuse pas qu'on le critique. Je serais bien en peine, mais qui quelque part n'est pas, voilà, c'est pas l'objectif de son cinéma. Il a besoin de cette abstraction-là, non pas pour nourrir un discours social sur la classe, disons bourgeoise, dans laquelle se déroule le film, mais parce que il va tisser une réflexion morale sur les comportements, sur, voilà, on disait le savoir-vivre, les rapports entre nature et culture, la passion, la pulsion, sur ces couples-là qui ne concernent pas qu'une seule classe sociale, hein, c'est-à-dire que ça concerne à peu près tout le monde, sauf que pour l'exprimer, pour la représenter, pour la mettre en forme, voilà, il se base dans ce milieu-là, mais qui est un milieu au sens laboratoire, quoi, c'est-à-dire un milieu d'études, un milieu d'examen, quoi. Voilà, donc bon, je sais pas, c'est pas épuiser la question sociale chez Mouret, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui peut être l'objet d'un rejet, hein, c'est tout à fait possible. De toute façon, quand on va voir mourir, on ne va pas voir Ken Loach, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Mais voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. Pour revenir sur ce qui a été dit, à propos du désir, évidemment que chaque rencontre, c'est comme si c'était la première fois et la dernière, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut entretenir le désir. Et c'est bien ce qui fait que lorsqu'on s'installe en couple, ça devient compliqué, parce qu'il n'y a plus cette possibilité de se surprendre au quotidien, même si on en a envie, mais c'est très épuisant. Enfin, je ne sais pas si on a tous fait l'expérience du couple, mais bon, on sait bien, on ne va pas se boucher les yeux, hein. Donc moi, je trouve que c'est un des grands propos du film, c'est que tous les deux, Simon et Charlotte, ont leur propre expérience. Lui est toujours marié, elle n'a pas vu son mari depuis, on ne sait pas si elle est divorcée ou pas, mais en tout cas, elle est toute seule. Et oui, il passe un contrat, et il y a le contrat, et apparemment, ils tombent amoureux. Mais tous les deux, parce que moi, je trouve qu'il y a des très beaux plans sur Charlotte qui sont magnifiques. Lorsque la caméra fait des zooms vers Charlotte qui est tournée, on ne voit que son dos et ses cheveux, et lui raconte sa rencontre, sa discussion avec son collègue, et on ne voit pas son visage et on le voit. Parce que c'est cette caméra qui s'avance vers elle comme ça, tout doucement, et on sent son visage se décomposer, parce qu'en fait, elle est amoureuse, elle aussi. C'est magnifique, ça. Moi, vraiment, 2 fois, on voit ça. Et alors, lui, après, on le voit de profil dans les escaliers. Elle est de dos, et lui, dans les escaliers de profil. Et pareil, il s'arrête, et on voit qu'il pense. Et alors, ce qui est très beau aussi, alors ça me rappelle Lubitsch, hein, c'est tout au début leurs mains. On voit rien, ils parlent, et la caméra est sur leurs mains.
Et alors, à un moment, vous avez dit tout à l'heure, ils se sont tout dit, mais en même temps, ils se sont rien dit, parce que justement, à aucun moment, ils ne disent qu'ils sont amoureux. Et alors, je suis d'accord avec Thierry sur toutes les fins, mais ce qui est formidable, c'est que de toute façon, Emmanuel Mouret, c'est quelqu'un de joyeux, il est peut-être timide, mais on sent qu'il aime la vie, quoi, il est positif. Et c'est beau parce que nous, spectateurs, on a envie qu'ils puissent continuer leur histoire, rester dans le désir, voilà. Donc tout est possible, quoi. Alors bon, effectivement, tout le monde est exclu, mais dans une relation amoureuse, on voit plus personne. Hein. On est dans notre truc. Alors, bon, évidemment que ça serait plus difficile de mettre ça dans un milieu défavorisé, parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps de vivre tout ça. Ou en tout cas, on ne le vit pas de la même manière. Les hommes vont voir les prostituées, où il y a des petits... Mais c'est vrai que c'est moins fun quand même, hein, faut reconnaître. Et comment dire... et il faut accepter, effectivement, chez Mouret, que c'est pas du marivaudage. Je trouve que c'est beaucoup plus élevé que le marivaudage, parce que on a quand même... Moi, parfois, j'ai des larmes aux yeux quand je regarde des films de Mouret, parce que, d'ailleurs, eux, ils ont des petits... Parce qu'il y a l'amour tout le temps qui est là, quoi. Tout le temps. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Non, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées de mise en scène dans le film qui sont très belles pour exprimer le non-dit. Hein, justement, ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas se dire sur ce moment-là. Et c'est souvent dans les pauses, hein, les moments où la parole s'interrompt d'une façon ou d'une autre, où il y a comme 3 points de suspension. Et c'est là que surgit, aidé par les mouvements de caméra, aidé par un regard un peu de biais, un coulissement, un travelling. Des fois, il y a simplement aussi des travelling sur eux. Hein, et on se tait, etc. Et là, c'est toute l'intériorité qui surgit d'une manière extrêmement subtile, sans avoir à psychologiser à l'extrême, sans avoir à tout expliquer, voilà, c'est d'une finesse incroyable, vraiment. Oui, pardon. Et oui, j'ai oublié de dire aussi les silhouettes qu'on voit d'abord. C'est l'affiche d'ailleurs, je crois. C'est le Palais de la Découverte. Oui, c'est ça, c'est au Palais de la Découverte, les 2 silhouettes. Oui. La électricité, c'est ça, c'est au Palais de la Découverte. Oui, ça a l'air d'être une expo Bonnard, d'après ce qu'on voit. Oui, parce qu'on voit Pierre Bonnard, effectivement. Ouais. Mais on voit leurs silhouettes, comme les silhouettes qu'on dessine. Et puis on les retrouve aussi lorsqu'ils rentrent pour s'abriter de la pluie. C'est comme si leur couple n'était fait que de silhouettes. Et ensuite, ce qui est joli aussi, c'est la manière dont quand c'est fini, leur histoire, enfin fini entre guillemets, c'est comment ils résument leur histoire avec les mêmes lieux, mais ils ne sont plus là. C'est très beau aussi. Ouais. Oui, c'est très beau. Et d'ailleurs, il y a un détail dont on n'a pas parlé, mais ça m'y fait penser, c'est qu'à la fin, ils vont voir Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman au cinéma. Et c'est exactement... Ce film-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est des scènes de ménage, des empoignades, c'est très âpre sur le couple, hein, très désespéré. Et c'est exactement le contraire de ce qu'ils ont construit tous les deux. Parce qu'avec ce faux contrat, ce pacte qu'ils sont incapables de respecter, parce que c'est un pacte impossible en quelque sorte, c'est placer la relation à un niveau d'évanescence qui est impossible de maintenir en quelque sorte. Eh bien, ce film joue le rôle d'une sorte de miroir inversé où on va voir justement ce qu'ils ont voulu éviter et ce qu'ils ont presque réussi à éviter, pas complètement, mais une forme d'engueulade domestique, une empoignade comme ça, où Liv Ullmann et je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, mais Erland Josephson s'envoient au visage de manière très dure, hein, et c'est vraiment c'est asymétrique quoi en quelque sorte, c'est la chose à ne pas faire. Oui, puis ce qu'on peut ressentir aussi, c'est que quelle que soit la manière dont on veut vivre une histoire amoureuse, que ce soit à travers le couple ou d'une autre manière, il est quand même vecteur de peine, de moments difficiles. C'est finalement, c'est pas si simple. Là, c'est leur relation, elle est agréable, mais en même temps, elle aboutit
enfin, on ne sait pas quoi, parce qu'on peut tout imaginer, mais ce sera toujours un peu chaotique, parce qu'on ne peut effectivement pas vivre à bisounours en dehors d'une vie réelle qui nous revient tout le temps, quoi. C'est encore une fois les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, comme le précédent film. Il y a une façon d'enrober par le langage d'excellentes intentions ce qu'il y a entre les deux, cette relation dont ils ne veulent pas dire qu'elle est amoureuse, mais le langage est aussi purement abstrait d'un certain point de vue, dans le sens où il recompose une réalité qui n'est pas exactement celle qu'ils vivent. Et ça, c'est aussi une dialectique qui est très intéressante dans le film et qui nécessite... Voilà, alors je l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais il y a une force de l'écriture, tout en étant légère, drôle, inventive, extrêmement bien ciselée. Elle est aussi brillante. Enfin voilà, c'est très fort, la façon dont il arrive à rendre ces dialogues signifiants sans être lourds, sans être explicatifs, etc. C'est vraiment admirable. Ce que je voulais dire, alors c'est la deuxième fois que je vois le film. Ouais. Il m'a beaucoup plus émue à la première vision. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit encore, je crois, jusqu'à présent, c'est l'extrême justesse de la situation, du traitement de la situation. Pour avoir vécu une histoire à peu près semblable, j'y ai retrouvé tellement de choses, tellement justes. Alors, je ne sais pas si Mouret a vécu ce genre d'histoire, auprès de qui il s'est inspiré, mais c'est d'une justesse chirurgicale. C'est incroyable. Moi, c'est magnifique. Ah ben, merci. Oui, enfin, c'est pas. Merci, c'est pas. Ouais, je suis pour rien pour le film. Non, ce que je veux dire, en effet, il y a une très grande précision. Précision de l'interprétation, précision du regard, c'est-à-dire les positions de caméra, la façon dont il inscrit ses personnages dans l'espace, ce que ça signifie aussi, les distances entre les deux, la proximité, les distances, ce que c'est un relevé quasi topographique de l'état sentimental dans lequel ils sont, eux qui veulent si peu parler de sentiments et qui ne veulent pas s'encombrer avec ça. Ouais, on sait ce que c'est, mais précision extrême, limpidité de la progression. Enfin, oui, bien sûr. Je crois que c'est très lié à ça aussi, le côté, pas chirurgical parce que c'est un peu, c'est pas, mais netteté du trait, clarté du trait. Grande confusion, grand brouillard chez les deux personnages qui est traduite par une grande netteté de mise en scène. Et oui, je ne sais pas si on en a parlé, mais bon, alors contrairement à Lubitsch, puisqu'on en a un peu parlé, qui lui ouvre les portes et les ferme en permanence, là, au contraire, on a tout le temps des ouvertures, c'est cadré, parce que, mais c'est toujours ouvert, il y a un personnage au fond, un personnage devant, un qui passe... Et voilà, c'est très beau. Ce ne sont que des passages. C'est des passages. Passages d'un espace à un autre. Et la lumière qui est beaucoup de très translucide, beaucoup de grandes entrées de lumière. Comme ça, c'est un film très lumineux avec des couleurs assez éclatantes. Et il y a en effet une. Oui, on disait limpidité tout à l'heure, mais ça va. On pourrait le dire aussi. Et pour la photographie générale du film, qui elle aussi est très claire, très lumineuse, et oui, cette espèce d'esthétique et de personnages qui... Enfin, c'est formulé à un moment dans le dialogue, c'est qu'elle dit tu ne me retrouveras jamais tel quel parce qu'on n'arrête pas de se transformer. Et le film est une métamorphose permanente à la fois des deux personnages et de l'état de leur relation, dont nous, spectateurs, nous sommes amenés à mesurer comme ça où est-ce qu'elle en est, où est-ce que, sur la frise qui sépare le début de la fin, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est revenu en arrière, etc. Tout ça n'arrête pas de... C'est une grande et majestueuse métamorphose, ce film. Ça, c'est très fort aussi. Moi, je sais pas. Oui, non, je voulais revenir sur la question de l'émotion quand même, malgré la légèreté, etc. Dans le film. Moi, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est quand McCain en fait repart en taxi à la fin
et qui fait tout un discours en fait qui est là pour recouvrir en fait l'émotion, je pense, qu'il ressent, et que je trouve qu'on ressent de manière très très forte finalement. Enfin, je trouve ça très émouvant et en même temps très drôle parce que l'humour est toujours là aussi pour effectivement faire passer, mais que le film est brillant, je trouve, à ce niveau-là, d'avoir un affichage de légèreté et en même temps quelque chose derrière de très très émouvant en fait. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. On peut pas être tout le temps détaché, hein, comme ils voudraient le croire. Alors ça, c'est une vraie question dans le film aussi, c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas. Et c'est quelque chose qui engage le désir aussi. Qu'est-ce qu'on est capable d'exhiber pour qu'il y ait une relation, il faut qu'à un moment, quelqu'un soit capable soit d'exprimer, soit d'exhiber son désir. Il faut sortir du bois, en quelque sorte. Hein, il faut montrer quelque chose à l'autre. Et on a l'impression qu'aucun des deux ne veut vraiment montrer. En tout cas, McCain, il est trop timide, il est trop maladroit. Il l'explique à un moment. Il y a cette scène où il raconte justement cette expérience d'enfance où le mot viol a été lâché comme ça, ce qui a complètement inhibé toutes les possibilités de manifester son désir, en quelque sorte. Et c'est ça qui se rejoue aussi dans chaque scène, parce qu'il y a une forme de pudeur qui est liée au désir, mais aussi à l'émotion. Cette émotion qui, du coup, est amenée à refluer par la bande. Hein, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que Mouren ne va pas l'affronter de face, sortir les violons, etc. Pas du tout. Hein, c'est toujours à chaque fois par des triangulations. On la laisse revenir de biais. Elle saisit les personnages quand ils s'y attendent le moins. Et ça vient toujours les chercher comme ça. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un des points les plus forts du film. Et à chaque fois, et ça dialogue, évidemment, ça nourrit l'émotion du spectateur. Hein, quand on surprend comme ça l'émotion qui transpire, qui sourd d'un moment particulier, ça résonne aussi. Enfin, j'espère que ça a pu marcher chez vous aussi. Ouais. Charlotte est pudique pour l'émotion. Voilà, Charlotte, elle exprime son désir, elle fait du rentre-dedans en permanence, mais elle n'exprime pas son amour ni son émotion. Voilà. Et en fait, ils sont sur le même plan, tous les deux. Ils sont inversés, quoi. Voilà, mais ils se disent pas, ils disent pas. Quoi. Et effectivement, il va se passer autre chose. Oui, parce qu'ils sont liés par ce fameux pacte, ce fameux contrat qu'ils énoncent dès le début et qui les empêche, quoi, aussi. Oui, mais on sait qu'un contrat, on peut le rompre aussi. Hein. Mais là, ils le font pas. Ils le font pas. Et à la fin, c'est très intéressant parce que le personnage de McCain dit on a peut-être tout raté. On a peut-être tout raté. Il est possible qu'on soit complètement passé à côté de ce qui se passait vraiment. Oui. Hein, il y a cette possibilité que le film aussi a pu nous passer dans le dos. Qu'est-ce qu'on a vraiment vu entre les deux, hein? Est-ce que nous aussi, spectateurs, on a tout raté? Ou est-ce que... C'est pour ça que c'est bien de le voir 2 fois aussi. Mais de toute façon, on ne peut jamais refaire l'histoire. Hein. Voilà. Ouais, donc, c'est ça. Oui, on peut le voir 3-4 fois, à mon avis. À chaque fois, on découvre quelque chose. Ah bah oui, bien sûr. Il faut toujours revoir, de toute façon. Bon. Alors, oui, peut-être on s'arrête là, peut-être, s'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Non, je pense qu'on a fait un bon tour du film, j'ai l'impression. Peut-être on peut annoncer les prochains, du coup, qui seront donc en novembre. On va vous proposer le film de Jerzy Skolimowski, qui s'appelle EO, je ne sais pas si je prononce bien, avec l'âne. C'est une sorte de... Ça veut dire Ian. Voilà, c'est l'onomatopée de l'âne. Voilà. Donc tout un programme, rien à voir avec celui-là, du coup. Rien à voir, c'est le dernier film d'un grand cinéaste polonais, d'origine polonaise, mais qui a tourné partout dans le monde, qui est Jerzy Skolimowski, et qui a commencé avec Polanski dans les années 60, et il a 84 ans, et son dernier film, c'est une réponse à un film de Bresson qui s'appelle Au hasard Balthazar, où Bresson regardait le monde depuis le point de vue d'un âne, et Skolimowski refait la même chose aujourd'hui, mais le monde a beaucoup changé depuis le moment où Bresson a fait son film. Voilà.
Alors, je crois qu'il a eu le Grand Prix à Cannes ou quelque chose comme ça. Et il a eu le Grand Prix à Cannes, oui, tout à fait. Voilà. Et puis bon, voilà, on peut carrément dire en avance aussi, en décembre, on aura donc un film de James Gray, enfin le dernier film de James Gray, Armageddon Time. Armageddon Time, qui est l'évocation de l'enfance de James Gray, son film le plus autobiographique, et qui remonte aux années Reagan, l'enfance vécue dans les années Reagan et la perte de l'innocence de l'Amérique en quelque sorte, qui est un film très beau, encore une fois très simple, et qui, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood et Paul Thomas Anderson récemment avec Licorice Pizza, revient sur cette période 70-80 où l'Amérique bascule. Et c'est quelque chose qui a marqué leur enfance. Et encore une fois, le film est très beau. Je vous encourage à venir le voir. Merci beaucoup, Mathieu Machin. Merci à vous et merci pour toutes vos interventions, questions. Merci.